Rocard s'accroche à ses idées, il présentera son propre texte au Congrès socialiste de Toulouse. Invité de Soir 3, le secrétaire général du Parti républicain de retour d'un voyage mouvementé en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi la Tunisie prend-elle si au sérieux les dernières menaces de son voisin, le Libyen Kadhafi? Peugeot, champion du monde de rallye, mais le plus important, ce sont les retombées de la victoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Michel Rocard continuera de faire bande à part au Parti socialiste, au moins jusqu'au congrès de Toulouse. Il a refusé de se joindre aux autres courants du Parti socialiste pour présenter un texte unique aux militants. Il ira à Toulouse avec son propre texte et pourrait donc, en cas de désaccord persistant, compter ses partisans. En tout cas, Michel Rocard ne laissera pas ses idées dans sa poche, même s'il se dit prêt au compromis. Michel Vial. Présent, Michel Rocard l'aura certes été une fois de plus, de façon spectaculaire au cours de ce comité directeur, en déposant une motion et surtout 2 amendements qui évoquent irrésistiblement une logique d'affrontement. Le premier de ces amendements demande au Parti socialiste d'expliquer qu'il a changé pour réduire le décalage entre les discours d'hier et les actes d'aujourd'hui, entre les propositions du parti et les positions du gouvernement. Le second propose un contrat de législature destiné à définir les choix du PS pour d'éventuelles alliances en 1986. Inacceptable, a répondu Lionel Jospin, qui estime primordial le rassemblement du parti avant l'échéance décisive de 1986. Alors, synthèse, oui, dit Michel Rocard, mais pas à n'importe quel prix. Il me semble nécessaire de faire comprendre à l'opinion que les perspectives que les socialistes proposent à la France pour l'avenir proche sont fondées sur une analyse plus juste de la situation. Je souhaiterais aussi un texte moins agressivement polémique. Je souhaiterais également qu'on soit précis sur les situations où on peut se trouver en fonction du résultat des élections. Si mon propos était seulement de chercher la confiance, l'amitié, la légitimité de tous les socialistes en fonction de ce qui va se passer après, 86 et notamment de 88, j'aurais plutôt intérêt à ne pas me compter. Il n'empêche, en choisissant une nouvelle fois de faire ainsi bande à part, Michel Rocard paraît davantage fixer l'horizon 88 que l'horizon 86. Mais en envisageant des majorités différentes, elles-mêmes favorisées par la proportionnelle, il peut aussi ne pas négliger son rôle éventuel si le PS se fige dans l'opposition et si la droite refuse de gouverner avec le président de la République. Dans l'opposition, on suit avec un certain intérêt les évolutions de Michel Rocard et on tend même des perches, comme le député CDS Jacques Barrot, qui dès cet après-midi disait « Nous n'avons pas à aller rejoindre les députés socialistes rocardiens qui sont au milieu du gué, mais ce que nous pouvons faire, c'est les attendre pour le jour où ils auront fini leur traversée et où ils pourront s'attabler à un nouveau chantier ». Double flèche communiste contre les socialistes, l'ancien ministre Charles Fitterman accuse le gouvernement d'avoir pactisé avec le monde de l'argent et des privilèges. Le directeur de l'Humanité, Roland Leroy, lui réenterre l'union de la gauche en écrivant « Se rassembler avec le Parti socialiste et son gouvernement comme Jospin nous y invite serait agir comme Gribouille ». Après le porte-parole du gouvernement, Georgina Dufoy, le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie, Edgar Pisani, réagit aux propos tenus par François Léotard lors de son voyage dans l'île avec Jacques Médecin et Roger Chinot. Ces propos mensongers et irresponsables, dit M. Pisani, constituent un encouragement au rejet des solutions légales qui ne peut que conduire à la violence. Monsieur Léotard, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que vos propos musclés, vous ne craignez pas qu'ils risquent d'entretenir la violence que vous condamnez par ailleurs? Certainement pas. Je crois que personne en France, et certainement pas le gouvernement, n'a intérêt à cacher la réalité de la situation en Nouvelle-Calédonie. Je me souviens d'ailleurs que M. Fabius avait inauguré son mandat de Premier ministre en disant « Je serai le Premier ministre de la vérité ». Et la vérité aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il y a des violences tous les jours et qu'elles se font sous l'œil des gendarmes, de la police, des CRS qui sont stationnés sur le territoire. Et que malheureusement ces gendarmes, cette police et CRS ont reçu des instructions de ne pas intervenir, de ne pas protéger les citoyens, quelle que soit la couleur de leur peau. Vous avez vérifié ce... J'ai vérifié cela, nous avons vérifié cela et nous tenons nos sources, et je le dis très gravement parce que c'est malheureusement quelque chose qui est grave. Nous avons tenu nos sources d'une multitude de responsables au plus haut niveau en Nouvelle-Calédonie. C'est formellement démenti, ça, par le gouvernement. Monsieur Pisani n'est pas, hélas, à un mensonge près. Je veux dire que ça fait déjà plusieurs mois que nous le voyons évoluer sur le devant de la scène en cachant la réalité. Nous avons constaté cela. Et je peux vous dire que c'est très grave de voir qu'un corps comme celui de la gendarmerie, qui a toujours été marqué par le sens de l'honneur,
aujourd'hui assister impuissant, parce qu'on lui demande d'être impuissant, à des actions qui sont des actions quelquefois criminelles contre des citoyens français. Monsieur Léotard, vous parlez de destruction systématique de l'administration de l'État, vous parlez d'honneur perdu de la France. Est-ce que cette inflation soudaine dans votre bouche ne manifeste pas un changement de politique, de votre attitude politique, de votre image politique sur l'échiquier? Je ne tiens pas à cultiver quelque image que ce soit, il faut que vous le compreniez bien. Je suis revenu très choqué par ce que j'ai vu. J'ai rencontré la plupart des responsables élus du territoire. J'ai rencontré de très nombreux hauts fonctionnaires, dont je n'ai pas à dire les noms, car cela les mettrait dans une situation délicate. Vous les avez menacés d'ailleurs. Non, pas du tout. Non, j'ai dit ça, non, pas du tout. J'ai dit très clairement qu'ils auront la mémoire courte. Oui, j'ai dit très clairement qu'il y a des fonctionnaires qui actuellement opère une rupture avec les règles permanentes de la fonction publique, qui sont le devoir de réserve, la neutralité et pour la magistrature l'indépendance. Or, malheureusement, on ne respecte plus ces règles-là. Et que certains très hauts fonctionnaires, soumis à l'autorité du Parti socialiste, font une politique partisane, qui n'est pas une politique neutre. Et je dis ça, c'est très grave. Et on a détruit l'administration d'État en Nouvelle-Calédonie au profit d'un parti. Ce n'est pas la force injuste de la loi, c'est la force injuste du Parti socialiste. Si tel était le cas, si effectivement il y avait la situation que vous décrivez, comment se fait-il qu'on ait attendu votre voyage et vous pour l'entendre? Monsieur Ukewe dit cela depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Monsieur Jacques Lafleur le dit depuis plusieurs mois. Les rotations des forces de sécurité sont très fréquentes actuellement. Interrogez tous les gendarmes, les responsables... Et les rotations d'hommes politiques aussi. Oui, mais interrogez tous ceux qui reviennent en métropole. Ils vous diront la même chose. Je l'ai constaté moi-même, encore une fois. Nous avons nous-mêmes, et ce n'est pas ma personne qui est en cause, elle n'a aucune espèce d'importance, nous avons nous-mêmes été agressés à quelques mètres, disons, de vous à moi, la distance était la même, de gendarmes mobiles qui étaient complètement immobiles. Et nous avons été agressés avec des pierres, avec des saguets, avec des sabres. Alors, nos personnes n'ont aucune importance. Vous attendiez quoi, vous, de votre visite à Thio? Qu'est-ce qu'on apprend à un officier de gendarmerie? Qu'est-ce qu'on apprend à un gendarme, si ce n'est à protéger les citoyens français? Malheureusement, la consigne qu'ils ont, c'est de ne pas pénétrer dans les tribus, qui deviennent autant de repères de délinquants, et de ne pas intervenir quand une ferme est brûlée, ou quand un barrage est exécuté sur une route. Mais alors, est-ce que pour autant ça justifie ce changement de ton, de langage chez vous, qui est considéré, à tort ou à raison d'ailleurs, comme un homme tolérant, plutôt modéré? Je suis un homme tolérant, c'est tout à fait clair, mais je ne peux pas être tolérant vis-à-vis de l'intolérance. Je ne peux pas être tolérant vis-à-vis de quelque chose qui est l'organisation systématique de la violence. Et c'est mon rôle, je crois que c'était mon rôle d'aller à Thio, seule commune française qui n'a pas de maire aujourd'hui, qui est livrée à la violence d'un petit groupe d'excités en rupture avec la loi française. Ce territoire est encore sous la loi française. Pourquoi ne fait-on pas respecter cette loi? Monsieur Léotard, il y a quelques mois, vous disiez que éventuellement vous participeriez à un gouvernement, vous conduiriez un gouvernement sous M. François Mitterrand. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez encore dire ceci? Non, je constate que chaque jour, on s'éloigne d'une hypothèse constitutionnelle qui pourrait être une hypothèse dans laquelle le président de la République reste et dans laquelle il y a un nouveau gouvernement. Chaque jour, du fait même de l'attitude de ce pouvoir, qui devient chaque jour marqué de plus en plus par le sectarisme, par l'intolérance et aujourd'hui par la violence vis-à-vis de la loi, la rupture vis-à-vis de la loi. Je trouve ça très grave. Monsieur Léotard, merci. Merci. Réaction de Valéry Giscard d'Estaing au rejet par le Conseil constitutionnel du recours qu'il avait signé à propos de la loi sur la Nouvelle-Calédonie. Je maintiens ma position, je regrette la décision du Conseil constitutionnel, mais comme il convient, je la respecte. Peugeot ce soir ne regrette sûrement pas les sommes investies dans les rallyes automobiles. En remportant le rallye des 1000 lacs en Finlande, Peugeot s'est assuré du même coup le titre de champion du monde des constructeurs dans la spécialité, titre dont la firme compte bien toucher les dividendes, même si la 205 Turbo 16 n'est pas pour monsieur ou madame tout le monde, ni pour Pierre Babet. Entre la chevauchée finlandaise et Solonen dans le rôle de cavalier, et la circulation de tous les jours et monsieur Martin derrière le volant, il y a tout de même la distance du rêve à la réalité. Il est évident que la voiture de monsieur tout le monde, de tous les jours, de la 205 de tous les jours, n'est pas équivalente, n'est pas identique à la 205 Turbo 16 qui a gagné en compétition aujourd'hui. On a pu repérer, après une victoire dans un pays déterminé, ou même en France, que les commandes qui nous étaient transmises dans les semaines qui suivaient évoluaient de manière importante, 30 ou 40% par rapport aux semaines précédentes. Pourquoi faire la fine bouche et seulement ironiser sur l'identification du propriétaire moyen au pilote victorieux? Au-delà de l'ambiguïté, il y a tout de même un fait, pour ne pas dire un phénomène, son nom, 3 chiffres, 2, 0, 5.
Il y a 2 ans, lorsque les ateliers de Mulhouse livraient la première petite dernière, le Lion Peugeot avait déjà dû sortir son portefeuille avant ses griffes. 110 milliards de centimes au bas mot en mise au point, en modernisation de la production. Coup de poker, coup de chance, la place est libre et la voiture séduisante. Résultat, ce sacré numéro occupe aujourd'hui 12% du marché domestique et dans son sillage tire Automobile Peugeot du rouge. Rude leçon pour la sage, trop sage maison de Sochaux. Elle recouvre la santé grâce aux plus turbulents et aux moins conformistes de ses numéros. Le ton continue de monter entre la Libye et la Tunisie. Des médiateurs sont à l'œuvre pour désamorcer la crise qui inquiète fort la Tunisie. Aujourd'hui, des émissaires du Maroc et du Koweït ont fait des navettes. Le chef de la diplomatie tunisienne, lui, était à Alger. Reste une question, pourquoi la Tunisie prend-elle si au sérieux la dernière foucade du colonel Kadhafi? Memona Fegé-Interman et Richard Tripot. L'expulsion par la Libye de 25 000 Tunisiens qui vivaient et travaillaient chez elle a entraîné à Tunis une réprobation générale. Les hommes qui repassent la frontière sont renvoyés dans leur région d'origine et le gouvernement tunisien a pris des mesures pour qu'ils puissent retrouver du travail. Tâche difficile dans un pays qui compte déjà 13% de chômeurs, à tel point que la Tunisie envisage de faire appel aux pays amis, y compris européens, pour les accueillir. À Tunis, la décision du colonel Kadhafi a eu pour conséquence la création d'une véritable union sacrée. La rue est restée très calme, mais toute la presse fait état des réactions hostiles des partis politiques. De son côté, l'Union générale des travailleurs tunisiens a déclaré que ces expulsions étaient inhumaines et ne faisaient honneur ni à la Libye ni au monde arabe. À cela s'ajoute depuis quelques heures une escalade verbale entre les deux capitales. Selon Tunis, la Libye aurait menacé son voisin de recourir à la force si la campagne de presse dirigée contre elle ne cessait pas. C'est une menace que le gouvernement du président Bourguiba est bien obligé de prendre au sérieux, en raison notamment des intentions connues du colonel Kadhafi à l'égard de la Tunisie, en raison de ses agissements à l'égard d'autres pays. Les téléspectateurs français connaissent bien le problème du Tchad et la politique libyenne au Tchad, vu aussi notre expérience propre avec la Libye, avec les relations entre les deux pays, et tout le monde se souvient de la triste affaire de Gafsa. Tout cela étant, nous sommes donc dans l'obligation d'envisager toutes sortes de scénarios et même d'envisager le pire. Preuve que Tunis prend ses menaces au sérieux, l'armée tunisienne a été mise en état d'alerte tout au long de la frontière avec la Libye. L'expulsion des familles a donc pris des allures de crise, de nouvelles crises entre les deux pays. Mais pourquoi donc la Libye a-t-elle pris une telle décision? Le colonel Kadhafi a-t-il décidé d'ouvrir cette crise avec la Tunisie parce que son pouvoir s'est fragilisé? 15 ans après son putsch, Kadhafi est isolé non seulement du reste du monde, à l'exception du Maroc, mais également dans son propre pays. L'une des causes, les revenus du pétrole ont chuté. 1/3 de devises de moins qu'il y a 5 ans. Les Libyens, habitués à de hauts revenus, apprennent l'austérité. En renvoyant les travailleurs étrangers, Kadhafi escompte une hausse de popularité. Deuxième utilité de la crise avec la Tunisie, masser les troupes à la frontière permet d'occuper l'armée. C'est sur elle qu'il a bâti son pouvoir, mais l'armée lui paraît de moins en moins sûre. Un signe, les rotations des responsables au poste de commandement se font à un rythme de plus en plus rapide. L'armement libyen diversifié et massif aurait de quoi faire frémir la Tunisie. Si Kadhafi a choisi de s'attaquer à la Tunisie, c'est parce qu'elle lui paraît être le maillon faible du Maghreb vers lequel il se penche de plus en plus après ses échecs africains. La direction politique de la Tunisie semble mal assurée. Même si le président Bourguiba a choisi son successeur en Mohamed Zali, le Premier ministre, les luttes de succession ne sont pas finies. Les émeutes de la fin l'an dernier ont montré que les difficultés économiques sont grandes, particulièrement dans le sud, déshérité et turbulent, perméable à la propagande libyenne. On se souvient du coup de la Libye contre la ville de Gafsa en 1981. Enfin, dernier crime de la Tunisie selon Kadhafi, surtout depuis le voyage du président Bourguiba aux États-Unis en juin. Ce serait le pro-américanisme de ses dirigeants. L'Allemagne de l'Ouest continue de compter ses espions. Cette fois, on vient d'en trouver à la présidence de la République à Bonn. Une secrétaire qui a été arrêtée la nuit dernière. On ignore pour le moment le nom et les fonctions exactes de cette nouvelle Mata Hari.
Un avion militaire chinois s'est écrasé en Corée du Sud et son pilote, grièvement blessé, aurait demandé l'asile politique. Un autre membre de l'équipage a été tué et enfin un troisième a demandé lui à rentrer en Chine. Hélène Rizacher. C'est dans cette rizière, au sud de Séoul, que s'est écrasé l'avion militaire chinois. L'accident a fait 2 morts, un fermier du pays qui se trouvait là et le navigateur de l'avion. L'opérateur radio est le seul à s'en tirer sans mal, alors que le pilote est grièvement blessé aux vertèbres. C'est lui qui a demandé l'asile politique à Taïwan. Avant même de connaître sa requête, les autorités de Taïwan avaient déclaré qu'elles accueilleraient à bras ouverts l'équipage de l'avion. De son côté, la Chine demande le rapatriement rapide de l'appareil et de son équipage, mais apparemment seul l'opérateur radio souhaite retourner chez lui. Selon Pékin, l'avion aurait perdu sa route alors qu'il se trouvait en manœuvre en mer au sud-est de la Chine. L'appareil, un bombardier Ilyushin 28, repéré et pris en chasse par l'aviation sud-coréenne, devait être guidé vers une base militaire. L'accident serait dû à une panne d'essence. Pourquoi ce bombardier a-t-il violé l'espace aérien sud-coréen? Le pilote a-t-il voulu déserter la Chine? L'enquête sud-coréenne doit le déterminer. Depuis 1961, 7 pilotes chinois ont ainsi quitté leur pays. La navette spatiale américaine a bien du mal à prendre son 20e départ. Reporté hier pour cause d'orage, il vient de l'être à nouveau pour des problèmes d'ordinateur. Prochain départ prévu mardi. Modeste mais efficace, le trimaran à foil Kerkadelac de François Boucher est arrivé loin devant les gros catamarans et autres trimarans à Lisbonne, terme de la 5e étape de la course de l'Europe à la voile. Le deuxième, un peu plus d'1 heure et demie après, est le catamaran au Crédit Agricole. À l'heure qu'il est, il en arrive encore. William Garrit. François Boucher aime décidément beaucoup les dimanches. Il y a une semaine, juste, il gagnait l'étape Zeebrugge-Torquay. À Lisbonne, il se classe à nouveau premier cet après-midi à 15h07. Il devance Crédit Agricole d'1 heure et 38 minutes, mais ce soir, Philippe Gentot reste encore en tête au classement général. François Boucher a magnifiquement tiré son épingle du jeu sur un parcours où, en toute logique, les maxi-catamarans devaient s'imposer. En serrant le vent au plus près dans le golfe de Gascogne, le foiler a devancé les voiliers réputés plus rapides. Au Cap Finistère, François Boucher a profité le premier de la renverse des vents. Il est descendu vers le sud au portant à 17 nœuds de moyenne et c'est à la vitesse record de 27 nœuds qu'il a franchi la ligne devant Lisbonne. Comparativement aux autres concurrents, le trimaran arrive presque neuf au Portugal, malgré une collision avec un cachalot qui a enfoncé les traces du flotteur bâbord. En revanche, l'un des foils a été cassé net. Il pourrait handicaper François Boucher pour la suite de cette course de l'Europe TAG. Privé d'alimentation électrique, Philippe Gentot a découvert qu'il était second en arrivant dans le port de Lisbonne. Les étapes du Sud verront un duel au sommet, François Boucher, Philippe Gentot. À cette heure-ci, 5 bateaux sont arrivés, il en reste donc 9 puisqu'il y avait 14 concurrents rescapés des étapes précédentes. Alain Prost a pris la tête du championnat du monde des pilotes de Formule 1. Au Grand Prix des Pays-Bas cet après-midi, il a cependant dû laisser la victoire à son coéquipier Niki Lauda. Prost est arrivé deuxième. Dans sa roue, ils ne se sont pas fait de cadeau. Dominique Champeau. Sur la grille de départ, Piquet, Rosberg, Prost et Senna sont aux premières loges. Mais Nelson Piquet reste dans les starting blocks et toute la meute des F1, l'abandonnant à son triste sort, se lance à la poursuite de Rosberg et de Senna, qui d'entrée se sont avérés les plus véloces. Fabi, Prost et Lauda sont juste derrière. Alboreto négocie la première courbe en 12e position. Rosberg est parti comme une flèche et Senna, qui connaît son lièvre, tente de rester patient. Mais après quelques tours seulement, les deux McLaren vont profiter d'une brève défaillance de la Lotus pour ensemble partir à l'assaut de la Williams de Rosberg qui flambe ses dernières cartouches. Prost est passé et Lauda en profite pour faire un saut au stand. Au bénéfice de tous ces arrêts pipi, Alboreto remonte jusqu'à la 2e place, mais tout le monde doit y passer. Alboreto, comme les autres, une fois sorti des stands, il pointe à la 8e place. Désormais, c'est Niki Lauda qui fait la course en tête. Prost s'est un peu attardé chez les mécaniciens et du coup, Senna est parvenu à s'intercaler à la 2e place. À la mi-course, derrière Lauda, Senna et Prost, viennent Schurer, De Angelis, Berger, Mansell et Alboreto. C'est le moment où Alain Prost règle ses comptes avec le record du Tour qu'il améliore pratiquement à chaque passage. Ayrton Senna est très vite à portée de volant et abandonne presque sans combattre la 2e place à la McLaren.
Niki Lauda et Alain Prost en tête, c'est là que commencent les vraies affaires de famille. Prost campe dans l'échappement de Lauda et on comprend très vite que, quoi qu'il arrive, on ne pourra pas l'accuser de mansuétude vis-à-vis de son coéquipier, co-leader du classement mondial. La morale de la F1 s'en sort à bon compte et du coup, les deux voitures vont terminer comme deux siamoises sans que Prost puisse trouver le passage. Senna ayant été tout aussi intraitable que Lauda vis-à-vis d'Alboreto 4e, Prost prend quand même la tête du classement mondial et sur le podium, tout le monde a l'air content, tant mieux, parce qu'à Monza le 8 septembre, ce sera peut-être une autre histoire. Comme Dominique Champeau nous l'annonçait hier soir, le Français Philippe Streff remplacera l'Italien Andrea de Cesaris chez Ligier, et cela dès le Grand Prix d'Italie le 8 septembre. Si vous savez d'où la pomme de terre tient son nom, dites-le nous. Nous n'avons pas réussi à trouver. Ce dont nous sommes sûrs, en revanche, c'est que cela fait exactement 200 ans aujourd'hui qu'elle est arrivée en France. Connue aussi sous le nom de patate, elle a commencé par être un médicament jusqu'au moment où s'est aperçu que c'était plutôt bon et nourrissant. Émilie Rafoul. C'est exactement ici, à Neuilly, aux portes de Paris, qu'est née la pomme de terre française. Après des années de lutte, c'est enfin la consécration. Le 27 août 1785, Antoine Augustin Parmentier la présente officiellement au roi Louis XVI. Pourquoi des années de lutte? Eh bien parce qu'en 1785, cela fait déjà 200 ans que la pomme de terre est arrivée d'Amérique du Sud en Europe et plus de 100 ans qu'on la trouve en France. Mais à chaque siècle ses frayeurs, aujourd'hui le cancer ou le sida. En 1616, on disait que la pomme de terre donnait la lèpre. Alors merci monsieur Parmentier, car après avoir été la favorite de Louis XVI et de Versailles, la pomme de terre devient patate et fait son entrée en plat principal sur les tables françaises. Depuis, la pomme de terre, on a vu des vertes et des pas mûres, mais dorifores et autres virus s'y sont attaqués en vain. Depuis 1785, les Français ont avalé 200 milliards de tonnes de pommes de terre en purée, robe des champs ou frites. Les 3/4 de la clientèle en principe c'est les frites. Ce qui veut dire que certaines personnes en mangent tous les jours. J'ai beaucoup de clientes, des clientes qui en mangent tous les jours. Ouais. Pourtant, les Français mangent moins de pommes de terre qu'au temps de Parmentier. Véritable thermomètre du niveau de vie, la consommation varie selon le porte-monnaie. Les bonnes années, on préfère légumes verts et viande, et les régimes minceurs n'ont pas arrangé les choses. Mais que M. Parmentier se rassure, nous consommons tout de même 74 kilos de pommes de terre par an et par personne. Ça donne des bonnes joues. Les résultats du tiercé de Deauville, la combinaison gagnante 19-1-6 rapporte pour 5 francs dans l'ordre 99 085 francs et dans un ordre différent 17 817 francs. Le temps demain pour terminer, encore de la pluie et des orages dans le sud-est, du Mistral assez fort dans la vallée du Rhône, partout ailleurs une journée très fraîche avec un temps variable, comprenez qu'il y aura quelques averses. Demain soir, vous avez rendez-vous à 22h40 avec Jean-Jacques Perrault. Dans quelques instants, au cinéma de minuit, Café de Paris, un film d'avant-guerre signé Yves Mirande. Avant de nous quitter, le rappel des titres de ce journal à la semaine prochaine. Bonsoir. Michel Rocard s'accroche à ses idées, il présentera son propre texte au Congrès socialiste de Toulouse. François Léotard à Soir 3, l'hypothèse de la cohabitation possible de par la Constitution est rendue de moins en moins probable du fait de l'attitude du gouvernement. Pourquoi la Tunisie prend-elle si au sérieux les dernières menaces de son voisin le Libyen Kadhafi? Peugeot champion du monde de rallye, mais le plus important, ce sont les retombées de la victoire.